Dans le silence glacial de la prison de Nuremberg, le 15 octobre 1946, un gardien effectue sa ronde. Il s'arrête devant la cellule du prisonnier numéro 1. À l'intérieur, Hermann Göring, autrefois l'homme le plus puissant du Troisième Reich, gît immobile sur son lit étroit. 2 heures à peine avant son exécution programmée. À côté de lui, une note manuscrite. Dans sa bouche, les restes d'une capsule de cyanure de potassium. Le maréchal du Reich a trompé tout le monde. L'homme qui collectionnait les titres comme des trophées, qui a commandé la Luftwaffe et orchestré la persécution des Juifs, a choisi sa propre fin. Il refuse aux Alliés la satisfaction de le pendre comme un criminel ordinaire. La question demeure. Comment un homme sous une surveillance aussi stricte a-t-il pu dissimuler ce poison pendant 11 mois? Son dernier acte de défi laissait derrière lui un mystère. Pour comprendre cet homme, il faut remonter le temps, dans les montagnes du sud de l'Allemagne. C'est là, à Rosenheim, que naît Hermann Wilhelm Göring en 1893. Il grandit dans une famille prussienne où l'honneur et le service à l'État sont des valeurs sacrées. Son père, ancien consul dans les colonies allemandes, lui transmet un orgueil germanique et un culte de l'autorité. Dès son plus jeune âge, Hermann ne rêve que d'uniforme et de bataille. Il porte en lui la conviction que l'Allemagne est née pour commander. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Göring est déjà un officier déterminé. Il commence dans l'infanterie, mais les tranchées n'étanchent pas sa soif d'action. Des problèmes de santé l'éloignent du front terrestre et le poussent vers le ciel. En 1915, il rejoint l'armée de l'air, une arme nouvelle et dangereuse où il trouve sa véritable vocation. Dans l'espace impitoyable des combats aériens, il découvre un terrain idéal pour son ego et son besoin d'héroïsme. Pilote de chasse audacieux et précis, il accumule rapidement 22 victoires confirmées. Il devient un as de l'aviation, un symbole de l'élite guerrière de l'Empire. Décoré de la Croix de Fer, il reçoit en 1918 la plus haute distinction prussienne. Après la mort du légendaire Baron Rouge, on lui confie le commandement de son escadrille d'élite. C'est un poste de prestige, mais la pression est immense. Le sort de la guerre est déjà sombre, mais il maintient le moral de ses hommes jusqu'à l'effondrement final. L'armistice de 1918 ne détruit pas seulement l'armée allemande, il anéantit l'orgueil de toute une génération. Humilié par le traité de Versailles, le pays plonge dans le désespoir. Comme tant d'autres vétérans, Göring se sent trahi. Il est convaincu que l'Allemagne n'a pas été vaincue sur le champ de bataille, mais poignardée dans le dos. Cette rancœur deviendra le moteur de son engagement futur. Dans le chaos du Munich de l'après-guerre, il trouve un nouveau sens à sa colère. En 1922, il assiste à un discours enflammé d'un agitateur nommé Adolf Hitler. Il y reconnaît la discipline, le nationalisme et le désir de vengeance qui l'animent. Impressionné, il rejoint le parti nazi. L'année suivante, il participe au putsch de la brasserie, une tentative de coup d'État qui se termine en désastre. Grièvement blessé, il doit fuir en Autriche puis en Italie. Pour calmer ses douleurs intenses, il commence à prendre de la morphine. C'est le début d'une dépendance qui le marquera jusqu'à la fin de sa vie, forgeant une personnalité instable, un mélange d'euphorie et d'arrogance. À son retour en Allemagne, il retrouve Hitler, libéré et en pleine réorganisation de son parti. Le leader nazi voit en Göring bien plus qu'un simple partisan. Il voit un héros de guerre, une figure de prestige capable d'attirer les conservateurs et les militaires déçus. Göring est le symbole parfait de la gloire perdue que le nazisme promet de restaurer. L'alliance est scellée. Le pilote décoré et l'orateur incendiaire unissent leurs ambitions et leurs ressentiments. Ensemble, ils s'apprêtent à faire basculer le monde dans une nouvelle ère de ténèbres. L'année 1933 approche. Dans les rues de Berlin, l'air vibre d'une énergie nouvelle. L'année 1933 vient de commencer et après des années d'instabilité, Adolf Hitler est enfin au pouvoir. Pour Hermann Göring, c'est l'aboutissement d'une loyauté sans faille. Il a tout misé sur Hitler et l'heure de la récompense a sonné. En quelques mois, les postes s'accumulent à une vitesse vertigineuse. Ministre, Premier ministre de Prusse, commissaire du Reich à l'aviation. Aucun autre proche du Führer ne reçoit une telle concentration de fonctions aussi rapidement. Göring n'est pas seulement un administrateur, il est le bras armé du nouveau régime. Il a la main sur la police, la Gestapo et tout l'appareil bureaucratique prussien.
Sous son autorité, la région la plus importante d'Allemagne devient un laboratoire à ciel ouvert pour l'État nazi. Il façonne l'instrument de la terreur et il ne fait que commencer. En 1935, le masque de la légalité tombe. La Luftwaffe, reconstruite en secret depuis des années sous sa supervision, est présentée au monde. C'est une violation ouverte du traité de Versailles, mais c'est surtout le symbole visible du défi lancé aux puissances occidentales. Nommé commandant en chef de cette nouvelle armée de l'air, Göring savoure son prestige. Il sait que la suprématie dans le ciel sera l'une des clés de la prochaine guerre. Mais son pouvoir dépasse vite les uniformes et les avions. En 1936, Hitler lui confie la direction du plan de 4 ans, un programme destiné à préparer l'économie allemande au conflit qu'il juge inévitable. Göring devient le maître absolu de l'industrie du Reich. Il contrôle les mines, les usines, le commerce extérieur. Chaque tonne d'acier, chaque litre de carburant, chaque heure de travail est désormais sous son autorité. Sa signature valide des décrets qui exproprient les entreprises juives et condamnent des millions de travailleurs étrangers à la servitude. Pour lui, l'économie n'est qu'une arme de plus. Au milieu des réceptions pompeuses et des chasses fastueuses dans son domaine de Karinhall, le maréchal bâtit un empire personnel au sein de l'empire d'Hitler. Le luxe de ses uniformes extravagants, de ses bijoux et de ses collections d'art contraste avec la brutalité des usines qui alimentent sa puissance. Le 19 juillet 1940, après la victoire fulgurante sur la France, Hitler scelle sa loyauté par un honneur sans précédent. Il crée pour lui le titre de Reichsmarschall, maréchal du Grand Reich allemand. C'est le plus haut grade militaire du régime, un poste qui le place au-dessus de tous les autres généraux. La désignation est officielle. Il est le deuxième homme le plus puissant d'Allemagne. Quelques mois plus tôt, le 1er septembre 1939, Hitler l'avait déclaré publiquement « S'il m'arrive quelque chose, Göring sera mon successeur ». Mais le pouvoir s'accompagne de crimes qui marqueront son nom à jamais. Le 31 juillet 1941, Göring signe l'ordre qui officialise la mise en œuvre de la solution finale de la question juive. Il délègue à Reinhard Heydrich la tâche d'organiser l'extermination. Ce document, froid et administratif, conservé dans les archives de la Shoah, le lie directement à l'engrenage bureaucratique qui coûtera la vie à 6 millions de Juifs. L'ascension de Hermann Göring semble sans limite. Héros de guerre, ministre tout-puissant, maréchal du Reich, héritier du Führer. Pourtant, derrière les décorations et les uniformes brodés, l'ombre du déclin grandissait déjà. L'étoile de l'Icare nazi allait bientôt commencer sa chute. Dans le ciel d'Europe, l'apogée d'Hermann Göring fut aussi brillante que fragile. L'été 1940 aurait dû être son triomphe. Mais la bataille d'Angleterre, engagée au-dessus d'une île qu'il avait promis de soumettre, exposa brutalement les limites de la Luftwaffe, cette force aérienne qu'il disait invincible. Ses grandes promesses à Hitler se fracassèrent contre la détermination britannique. Les bombardements incessants du Blitz ne brisèrent ni le moral de la population, ni la Royal Air Force. Au contraire, guidés par un système de radar révolutionnaire, les chasseurs Spitfire et Hurricane infligèrent des pertes dévastatrices. Ce qui devait être une victoire éclair se transformait en une lente et humiliante défaite. Des proches de Hitler notèrent dans leurs journaux Göring avait promis de protéger le Reich et de détruire l'Angleterre. Il avait échoué sur les deux fronts. L'aura du maréchal commençait à se dissiper. En 1941, l'invasion de l'Union soviétique ne fit qu'aggraver le désastre. Göring avait assuré au Führer que sa Luftwaffe suffirait, mais la réalité du front de l'Est fut implacable. L'immensité du territoire, un hiver d'une rigueur extrême et la résurgence de l'aviation soviétique saignaient à blanc les capacités allemandes. Des pilotes et des appareils expérimentés étaient perdus à un rythme alarmant. La Luftwaffe, autrefois symbole de la puissance nazie, se fragmentait sous le poids d'une guerre impossible à gagner. Alors que les défaites s'accumulaient, Göring s'éloignait de plus en plus de la ligne de front. Il se réfugiait à Karinhall, son luxueux domaine près de Berlin, entouré de tapis, de sculptures et de peintures pillées dans toute l'Europe. Les témoignages d'officiers capturés après la guerre décrivent un homme obèse, physiquement dégradé, dépendant à la morphine et totalement déconnecté de la réalité militaire. Dans son palais, il vivait un rêve de puissance. Dehors,
Le Reich qu'il avait aidé à bâtir s'effondrait. Avril 1945. Berlin est assiégée, l'armée rouge aux portes de la ville. Hitler est retranché dans son bunker. C'est là que Göring commet l'erreur qui va sceller son destin. Le 23, depuis son refuge de Berchtesgaden, il envoie un télégramme au Führer. Croyant Hitler isolé et hors jeu, il lui demande l'autorisation de prendre la tête du Reich. La réaction fut immédiate et furieuse. Hitler y vit une trahison. Les archives nazies rapportent ces cris « Göring m'a trahi, arrêtez le traître ». En quelques heures, le maréchal fut démis de toutes ses fonctions, expulsé du parti et placé en état d'arrestation. Quelques jours plus tard, Hitler se suicidait. L'Allemagne capitulait. Et Göring, autrefois deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich, héros de la Première Guerre et symbole de la machine militaire nazie, n'était plus qu'un prisonnier des forces américaines. Pour l'ancien maître de la Luftwaffe, le spectacle était terminé. Ne restait que le jugement. Dans le chaos de la Bavière vaincue, alors que les derniers fidèles du Reich cherchent à fuir ou à se cacher, un homme choisit l'arrogance. Le 9 mai 1945, des unités américaines capturent Hermann Göring. Il ne se rend pas, il se présente. Selon les rapports militaires, il se serait annoncé ainsi « Reichsmarschall Hermann Göring, second homme du Reich ». Durant les mois de captivité qui précèdent son jugement, une transformation spectaculaire s'opère. Contraint à un sevrage forcé de la morphine sous surveillance médicale, Göring retrouve sa lucidité. L'homme bouffi et hébété par les drogues redevient le stratège brillant et combatif qu'il avait été. Un esprit qu'il s'apprêtait à utiliser comme une arme. Le 20 novembre 1945, au palais de justice de Nuremberg, l'histoire ouvre un nouveau chapitre. Le tribunal militaire international entame le premier grand procès pour crimes de guerre. 24 dirigeants nazis sont sur le banc des accusés, mais tous les regards sont tournés vers l'homme qui s'impose déjà comme leur chef officieux, Hermann Göring. Les transcriptions officielles documentent sa performance. Durant les interrogatoires, il se montre intelligent, provocateur et refuse d'exprimer le moindre remords. Les journalistes du New York Times et de la BBC observent, fascinés, ses joutes verbales avec les procureurs. Face au tribunal, il déclare « Je ne regrette rien, j'ai simplement perdu la guerre ». Mais les mots ne pouvaient rien contre le papier. Confronté aux preuves des camps de concentration et des exécutions de masse, il prétend n'avoir fait que suivre les ordres. Pourtant, les documents ne mentent pas. Lettre après lettre, décret après décret, tous portent à signature. L'ordre du 31 juillet 1941 autorisant la solution finale, les mémorandums confisquant les biens juifs, les directives de la Luftwaffe pour bombarder les civils. Le poids des archives était écrasant. Le 1er octobre 1946, après des mois de témoignages dévastateurs, la Cour annonce son verdict. Hermann Göring est reconnu coupable des 4 chefs d'accusation: conspiration, crime contre la paix, crime de guerre et crime contre l'humanité. La sentence, la mort par pendaison. Mais Göring avait encore un dernier tour à jouer. Nuremberg, 15 octobre 1946. Dans le froid des couloirs de la prison, la nuit s'annonce comme la dernière pour beaucoup. L'heure des comptes a sonné. Hermann Göring vient de perdre son ultime combat, non pas dans le ciel d'Europe, ni dans les arènes politiques du Reich, mais face à ses juges. Sa demande d'être fusillé comme un soldat a été rejetée. Le maréchal du Reich, autrefois l'homme le plus puissant après Hitler, mourra par la corde, comme un criminel ordinaire. La dignité militaire qu'il réclamait lui serait refusée. Mais il avait un dernier plan. Depuis 11 mois, sa vie est un rituel de surveillance implacable. La lumière de sa cellule ne s'éteint jamais. Jour et nuit, une ampoule crue l'empêche de trouver l'ombre. Les gardes se relaient toutes les 4 heures. Chaque objet est inspecté, chaque recoin de la cellule est fouillé. Le protocole est conçu pour être infaillible. Pourtant, Göring garde un secret. Vers 22h45, le silence est rompu par une anomalie. Lors de sa ronde, le gardien de nuit remarque quelque chose d'étrange devant la cellule numéro 5. Le prisonnier est immobile. Il l'appelle. Pas de réponse. Il ouvre la porte. Göring est allongé sur son lit, vêtu de son uniforme de prisonnier. Son expression est sereine. Il est mort. Près du corps, une note manuscrite. Et entre ses dents, des fragments de verre.
les restes d'une capsule de cyanure. La nouvelle éclate comme une bombe. En quelques heures, le scandale fait le tour du monde. La note laissée derrière lui est une dernière provocation, écrite avec l'arrogance qui le caractérisait. Il y explique avoir choisi son propre poison, plutôt que de se laisser exécuter par ses ennemis. La question est sur toutes les lèvres. Comment a-t-il pu faire ça? Comment un prisonnier surveillé jour et nuit a-t-il pu cacher une capsule de poison pendant près d'1 an? Les théories se multiplient. Certains suggèrent que Göring l'avait sur lui depuis sa capture, dissimulé dans ses vêtements ou un tube de coton. D'autres avancent l'hypothèse d'une cavité dentaire, spécialement aménagée. Mais la piste la plus troublante mène à la complicité d'un garde américain. Des décennies plus tard, en 2005, un ancien soldat du nom de Herbert Lee Stivers affirmera avoir lui-même remis la capsule, cachée dans un stylo offert à Göring en échange d'un autographe. Son témoignage ne sera jamais officiellement confirmé. Le rapport final des autorités militaires américaines reste ambigu. La source du poison demeure indéterminée. Le mystère de sa mort fait écho à sa propre vie, un mélange d'orgueil, de contradictions et de zones d'ombre. Le 16 octobre 1946, lorsque les autres condamnés sont conduits à la potence, la cellule de Hermann Göring est vide. Dans le froid d'une cellule de Nuremberg, le 16 octobre 1946, il est 1h du matin. Le corps de l'ancien maréchal du Reich est encore chaud. Pendant que les médecins l'auscultent, le bruit des bottes résonne dans les couloirs. Pour les autres, la nuit ne fait que commencer. Avec une précision militaire, les préparatifs se poursuivent. Un par un, les 11 condamnés restants sont conduits à la potence. Joachim von Ribbentrop, le diplomate du Reich. Wilhelm Keitel, chef du haut commandement. Ernst Kaltenbrunner, l'héritier de la machine de répression de Himmler. Alfred Rosenberg, l'idéologue. Hans Frank, le bourreau de la Pologne. La sinistre procession se poursuit avec Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl et Arthur Seyss-Inquart. Le dernier d'entre eux est exécuté à 2h45. Göring a échappé au nœud coulant, mais pas au jugement de l'histoire. Son corps est photographié, une preuve macabre de sa mort, puis incinéré. Ses cendres seront dispersées dans une rivière de Bavière, un geste délibéré pour qu'aucune tombe ne devienne jamais un lieu de pèlerinage pour de futurs admirateurs. Ainsi s'achève la trajectoire de l'homme qui a navigué entre la gloire et la ruine, entre l'adulation et le mépris. Jusqu'au bout, il est resté provocateur, arrogant, refusant toute responsabilité morale pour ses actes. Son suicide était une dernière tentative de maîtriser son propre récit, de priver les vainqueurs de son image se balançant au bout d'une corde. Mais qui était vraiment Hermann Göring? Il n'était pas un fanatique idéologique comme Himmler, ni un bureaucrate méthodique comme Eichmann. Göring était un opportuniste suprême, un homme qui a échangé ses médailles de héros de guerre contre un pouvoir sans limite, transformant sa position en un empire personnel bâti sur des richesses volées et des privilèges obscènes. Les documents de Nuremberg révèlent un homme qui signait sans hésiter des ordres de mort pour des millions de personnes. Il a organisé le pillage systématique de nations entières et construit un appareil de terreur qui a détruit des vies sur tout un continent. Confronté aux preuves accablantes de ses actions, il se contentait de hausser les épaules. Pourtant, le procès de Nuremberg, où il était le principal accusé, a établi des précédents juridiques fondamentaux qui persistent aujourd'hui. La jurisprudence internationale sur les crimes contre l'humanité, la responsabilité des commandants militaires et l'irrecevabilité de la défense des ordres supérieurs est née, en partie, de la nécessité de juger des hommes comme lui. Un correspondant britannique écrira après le procès « Il représentait tout ce qu'il y avait de gangstérisme dans le régime nazi, un voleur en uniforme de maréchal, un meurtrier couvert de décorations. L'histoire d'Hermann Göring est plus que la biographie d'un criminel de guerre. C'est une étude sur la corruption par le pouvoir, sur la façon dont l'ambition sans barrière morale peut transformer un héros en l'un des architectes du plus grand génocide de l'histoire. Göring avait l'intelligence, le charisme et un courage militaire prouvé au combat. Mais il a choisi de mettre ses talents au service d'un régime qui a fait de la haine une politique d'État et industrialisé le meurtre. Jusqu'à ces derniers instants, il a refusé de regarder le monstre qu'il était devenu.
Son suicide n'était pas un acte de remords. C'était un dernier geste de contrôle, un refus final de se soumettre à la justice des nations qu'il avait tenté de détruire. Hermann Göring a peut-être échappé à la corde, mais il n'a pas échappé au verdict de l'histoire. Son nom reste à jamais lié aux crimes les plus sombres du XXe siècle.